mon propriétaire a changé mes serrures pendant que j'étais au travail. Et a jeté mes affaires sur la pelouse. Il a arrêté de rire, lorsque la directrice de l'urbanisme de la ville est arrivée. Pour inspecter ses appartements illégaux au sous-sol. Ma blouse d'infirmière était accrochée au poteau de la boîte aux lettres. Comme si quelqu'un avait essayé de la suspendre par politesse, avant d'abandonner à mi-chemin. C'est le détail sur lequel je reviens sans cesse. Pas le matelas appuyé contre la clôture, ni les sacs poubelles éventrés sur l'herbe mouillée. Avec mon manteau d'hiver qui en débordait. Ni même la petite gamelle de nourriture pour chat, que j'avais laissée près de la porte ce matin-là. Maintenant renversée, et entièrement léchée par un chien du quartier. C'était la blouse, bleu pâle, avec mon nom brodé au-dessus de la poche. Elle était suspendue là, dans la lumière de 6h40 du matin, comme si elle m'attendait. Pour que je la remette, et que j'aille au travail, comme si de rien n'était. Je venais de terminer un service de nuit de 12 heures. Aux urgences de l'hôpital régional de Cedar Brook. Je portais encore mon autre de blouse, celui que je n'avais pas encore perdu. Je me tenais sur le trottoir de ma propre propriété de location. Avec mes clés de voiture toujours à la main, et je fixais ma vie étalée sur la pelouse. Et pendant environ 4 longues secondes, mon cerveau a tout simplement refusé d'accepter que c'était réel. Ensuite, j'ai essayé ma clé dans la porte d'entrée, elle n'a pas tourné. Et c'est là que j'ai compris. Gary Talbot avait changé mes serrures pendant que j'étais au travail. Et il avait jeté tout ce que je possédais sur l'herbe, comme de vulgaires ordures. Je ne le savais pas encore, debout là, à 6h41 du matin, avec mes mains qui commençaient à trembler. Mais la décision la plus stupide, la plus mesquine. Et la plus expéditive que Gary Talbot ait jamais prise de sa vie. C'était celle qu'il venait tout juste de prendre. Il pensait s'épargner le coût, et les tracas, d'une expulsion légale. Ce qu'il a réellement fait, c'est tendre la main, et déclencher personnellement le mécanisme exact. Qui allait causer sa perte? À l'époque, je vivais au 118 rue Larkspur depuis 2 ans, un appartement au rez-de-chaussée. Du parquet en bois massif, qui grinçait selon un schéma que je pouvais suivre dans le noir. Et un propriétaire, qui possédait tout le bâtiment, et vivait à 20 minutes de là. Dans un quartier avec de vrais arbres le long des trottoirs. Gary avait la cinquantaine bien tassée, il portait toujours un polo de golf, même sous la pluie. C'était le genre d'homme, qui appelait chaque locataire champion, ou ma jolie. Selon ce qu'il attendait de vous ce jour-là. En dessous de chez moi, dans ce qui était autrefois un simple sous-sol non aménagé. Gary avait construit 4 logements locatifs séparés. De fines cloisons sèches, un seul raccordement pour la machine à laver commune. Et un véritable labyrinthe de couloirs, qui sentait l'adoucissant et la moisissure. Quelle que soit la saison. Il ne les appelait jamais des appartements, face aux autorités de la ville. Sur le papier, ce sous-sol n'existait pas du tout, en tant qu'espace habitable. J'aimais bien ce bâtiment malgré tout, la plupart du temps. Le chien de mon voisin du dessus, un croisé bigle nommé Pretzel. Aboyait après le facteur chaque après-midi, à 14h15 avec la précision d'une horloge. J'avais d'ailleurs commencé à caler mes siestes en fonction de lui, sans même en avoir besoin. Il y avait une ébréchure sur mon mug préféré, celui avec le logo délavé de l'hôpital. Souvenir d'un vieux pique-nique du personnel. Et je continuais à l'utiliser quand même, parce que le jeter, c'était comme admettre quelque chose. En bas, dans le sous-sol, à part Harold, il y avait une femme nommée Deborah Wynne. Dans le 4e logement. La trentaine, elle travaillait à la caisse de la pharmacie, à 2 pâtés de maison de là. Elle laissait toujours son radiateur d'appoint allumé. Car l'appartement ne retenait plus la chaleur, une fois le mois d'octobre passé. Elle et moi n'étions pas proches, mais nous nous faisions signe. Une fois, elle m'avait prêté un chargeur de téléphone dans la buanderie. Et elle avait refusé de le reprendre quand j'ai essayé de le lui rendre. Elle m'avait dit de simplement rendre service à quelqu'un d'autre, une prochaine fois. C'était ce genre de bâtiment, au-delà de tout ce que Gary lui faisait subir. Des gens qui veillaient les uns sur les autres, parce que personne d'autre ne le ferait. Je travaillais de nuit. Donc j'étais généralement la seule personne du quartier éveillée à 3 heures du matin.
ce qui signifiait que j'étais souvent celle qui entendait les choses. Une liste de courses, toujours aimantée sur mon frigo, écrite de ma propre main, du lait. Des piles, du bon café, et resté là pendant 2 semaines ce printemps-là. Banal, et intact, pendant que tout le reste autour d'elle cessait complètement d'être banal. J'entendais la télévision d'Harold Voss à travers le sol, presque toutes les nuits. Souvent un vieux western, avec des coups de feu et des chevaux, réconfortant dans sa prévisibilité. Harold avait 71 ans, il vivait seul dans l'appartement du sous-sol. Le plus proche du tableau électrique. Il marchait avec une légère inclinaison vers la gauche, depuis une opération de la hanche. Et il me faisait toujours signe, à travers l'entrebâillement de ses rideaux. Quand je rentrais de mon service. Il vivait là depuis des années. Il payait Gary en espèces, dans une enveloppe, le premier de chaque mois. Parce que Gary lui avait dit que faire des chèques compliquait les choses. Le premier signal d'alarme est apparu, un mardi de février. J'étais debout à 4 heures du matin, en train de réchauffer de la soupe. C'est alors que j'ai entendu le détecteur de fumée d'Harold, qui se mettait à émettre le bip de batterie faible, encore et encore. Et en dessous de ce bruit, un son qui ne m'a pas plu, un bourdonnement, un crépitement. Venant de la bouche d'aération du sol. Un bruit rythmé. Anormal. J'ai descendu les escaliers extérieurs du sous-sol, en chaussettes. Et j'ai trouvé Harold assis sur le sol de sa cuisine. Il tenait sa main droite contre sa poitrine, le visage gris, en me disant qu'il allait bien. Il allait bien. Il avait juste touché la boîte de dérivation près de sa cuisinière. Parce que la plaque de protection s'était détachée depuis des semaines. Et qu'il avait toujours eu l'intention d'en parler à quelqu'un. J'ai regardé cette boîte moi-même. Des fils dénudés, des marques de brûlure sur la cloison sèche, juste derrière. Mon estomac s'est noué, de la même façon qu'au travail. Juste avant de savoir qu'une urgence vitale va arriver. Je me suis dit que Gary allait réparer ça rapidement, car qui ne le ferait pas? Une fois au courant. Je l'ai appelé ce matin-là, j'ai décrit les fils exposés, les marques de brûlure. Je lui ai dit qu'Harold avait reçu une décharge assez forte. Pour devoir s'asseoir pendant 20 minutes. Gary m'a répondu, avec la même voix détendue qu'il utilisait pour tout. Qu'il allait envoyer quelqu'un, et puis, il ne l'a pas fait. J'ai rappelé une semaine plus tard. J'étais debout, dans la salle de pause de Cedar Brook, avec une tasse de café froid. Qui refroidissait encore plus dans ma main. Renée, ma jolie, c'est juste une plaque de protection desserrée, pas la fin du monde. M'a-t-il dit. Tu t'emballes pour rien. Harold est vieux, il est maladroit, ce n'est rien de plus. Je lui ai répondu que la maladresse, ça ne laisse pas de marque de brûlure, sur une cloison sèche. Il a ri, un rire court et sec, et m'a dit qu'il avait un autre appel en attente. J'ai quand même déposé une plainte écrite, auprès du service d'application des codes de la ville. Parce qu'au travail, je documente tout, même les choses qui agacent les gens. Et surtout les choses qui agacent les gens, et certaines habitudes ne s'arrêtent pas. Une fois la journée terminée. L'email de confirmation est arrivé à 23h52 ce soir-là, avec le numéro de dossier 22-0847. Je l'ai enregistré dans un dossier, sur mon téléphone, dont je n'avais jamais eu besoin auparavant. C'était la première preuve, que la voix détendue de Gary n'était qu'une mise en scène. Et que rien ne bougeait sous la surface, à moins d'y être forcé. Le deuxième cycle a commencé 2 semaines plus tard. Et cela n'avait rien à voir avec l'électricité. Gary a commencé à laisser des mots sous ma porte. Pas au sujet du loyer, que je payais toujours à l'heure, mais des notes vagues. Sur le respect du bail et la politique des invités. Des choses qui n'avaient jamais été évoquées, en 2 ans. L'une d'elles disait, avec son écriture serrée, Renée. J'ai remarqué que des visiteurs allaient et venaient ces derniers temps. Gardons les choses en ordre. Pour le bail. J'apprécie, champion. Je n'avais pas eu un seul visiteur depuis 1 mois. Je me suis dit qu'il faisait juste son travail de propriétaire. En resserrant les formalités administratives, comme le font parfois les propriétaires. Mais au fond de moi, une partie de mon esprit comprenait très bien.
qu'un tel mot ne concernait pas du tout les visiteurs. C'était un rappel. Pour me dire qu'il pourrait toujours trouver une raison de me rendre la vie difficile. S'il le souhaitait. Puis, Harold a mentionné doucement, par-dessus la clôture, que Gary était passé à son appartement 2 fois cette semaine-là, pour prendre de ses nouvelles. Ce qui n'était jamais arrivé auparavant non plus. Il a ajouté que Gary lui avait dit, gentiment, comme s'il lui rendait service, qu'il vaudrait mieux qu'Harold ne mentionne cette histoire de choc électrique à personne d'autre. Car les gens des assurances pourraient leur compliquer la vie à tous les deux. S'ils en entendaient parler. Harold me l'a répété presque mot pour mot, en souriant encore un peu. En faisant toujours confiance à l'homme qui lui avait dit ça. Mes mains sont devenues glacées en entendant cela. Harold faisait confiance à Gary. Harold ne comprenait pas qu'il était en train de se faire manipuler. Le 3e cycle a été la confrontation. J'ai attrapé Gary dans l'allée en mars, les clés à la main, à moitié entré dans son camion. Je lui ai demandé directement si la boîte de dérivation avait été réparée. Il a esquissé son sourire de joueur de golf. Et m'a dit que les unités du sous-sol bénéficiaient d'une clause d'antériorité. Il a affirmé que tout le bâtiment avait été inspecté des années auparavant. Et que je devrais m'occuper de mon propre appartement, et le laisser gérer son immeuble. Vous, les infirmières, a-t-il dit, en secouant la tête, comme si je faisais l'enfant. Vous cherchez toujours quelque chose à réparer. Je lui ai répondu que clause d'antériorité, ce n'était pas un vrai terme juridique. Pour un appartement en sous-sol, construit après coup. Son sourire s'est affiné pendant exactement 1 seconde, avant de revenir, plus large qu'avant. Tu sais, a-t-il dit, en posant son coude sur la portière du camion. Ton bail doit être renouvelé à l'automne. Je détesterais que quoi que ce soit vienne compliquer les choses. Il a dit cela d'un ton léger, presque amical, de la même manière qu'on parlerait de la météo. Et d'une certaine façon, c'était pire que s'il l'avait crié. Je n'ai rien dit d'autre. Le cœur battant encore la chamade, j'ai noté la date, l'heure, et exactement ce qu'il avait dit. Mot pour mot, pendant que c'était encore frais. Parce qu'à ce moment-là, j'avais cessé de croire que quoi que ce soit venant de Gary puisse être dit, sans cacher une menace à l'intérieur. Le 4e cycle s'est produit, sans même que je sois présente au début. Harold m'a dit, 2 jours plus tard, qu'une plainte avait été déposée à la ville par Deborah, la femme du 4e appartement au sous-sol. C'était arrivé, après que la prise de son radiateur d'appoint a fait des étincelles suffisamment fortes, pour faire disjoncter le courant. Et laisser une tache noire sur le mur, derrière sa table de nuit. Elle n'en avait pas parlé directement à Gary. Elle avait suffisamment appris, en observant ce qui nous était arrivé à Harold et à moi, pour savoir qu'il valait mieux éviter de le faire. Gary l'a découvert de toute façon. Je n'ai jamais su exactement comment, bien que j'ai eu mes hypothèses. Et il ne l'a pas du tout confronté, au sujet de la prise de courant. Il lui a signifié un préavis de 30 jours, citant une violation du bail que personne ne pouvait prouver. Quelque chose à propos d'un animal de compagnie non autorisé, qui n'existait même pas. J'étais dans l'allée, en train de charger du linge. Lorsque le camion de déménagement est venu la chercher, sous un ciel gris du mardi. Je m'en suis approché, pendant que 2 gars passaient devant moi, en portant son matelas. Il n'a même pas dit que c'était à propos de la prise, m'a dit Deborah. Les bras croisés serrés sur sa poitrine, sans vraiment me regarder. Il sait que je sais. Il n'a juste pas besoin de le dire. Sa voix était atone, le genre d'atonie qui apparaît, une fois que vous avez cessé d'espérer que quelqu'un répare quoi que ce soit pour vous. J'ai proposé d'écrire une déclaration, d'appeler la même ligne de la ville, que j'avais déjà contactée à 2 reprises. Elle a secoué la tête. J'ai besoin d'une référence de sa part, pour mon prochain logement. Je ne peux pas me permettre de me faire un ennemi de mon propriétaire, en ce moment. Je comprenais. Je détestais le fait de comprendre. À la fin de la semaine, elle était partie. Et plus personne d'autre dans le sous-sol, n'était prêt à dire un mot à qui que ce soit, après ça. J'ai compris,
en observant la situation, que Gary n'était pas négligent. Il était efficace. Il avait mis en place un système où les personnes les plus à risque étaient celles qui avaient le moins les moyens de le combattre. Et ça fonctionnait depuis des années. Alors, ce jeudi d'avril, en rentrant chez moi pour trouver mes affaires sur la pelouse, et une clé qui ne rentrait plus dans ma propre porte, je n'étais pas seulement en colère. J'étais presque soulagé, de la manière la plus moche qui soit. Parce que Gary Talbot avait enfin fait quelque chose, qui n'était pas discret. Qui n'était pas niable. Et ce n'était pas quelque chose, qu'il pouvait rejeter sur quelqu'un de trop effrayé. Pour se défendre. J'ai appelé la police, depuis le trottoir. Mes mains n'ont pas arrêté de trembler. Pendant tout le temps où j'ai donné l'adresse au répartiteur. L'officier Léo Bianchi est arrivé 19 minutes plus tard. Un homme trapu d'une quarantaine d'années, avec une tache de café sur sa manche. Et il ne lui a pas fallu longtemps, pour se faire une opinion sur ce qu'il voyait. Il a parcouru toute la longueur de la pelouse. Il a regardé mon matelas contre la clôture. Puis le nouveau peigne dormant en laiton brillant et sans rayures, sur une vieille porte. Et il a secoué la tête, comme s'il avait déjà vu ce genre de stupidité auparavant. Un propriétaire ne peut pas faire ça, m'a-t-il dit. Peu importe ce qui est écrit dans le bail. Peu importe ce qu'il pense que vous lui devez. Il s'agit d'une expulsion sauvage. C'est illégal dans cet état. Point final. Et c'est lui qui s'expose ici, pas vous. Il a rédigé un rapport d'incident sur place, horodaté de 7h14, et il m'a donné un numéro de dossier. Écrit au dos de sa propre carte, avec un stylo bleu. Ce que l'officier Bianchi m'a dit ensuite, c'était la partie à laquelle je ne m'attendais pas. Et c'est aussi la partie, que Gary n'avait clairement jamais vu venir. Il a expliqué qu'en vertu d'une ordonnance municipale, adoptée 4 ans plus tôt, toute expulsion sauvage signalée était automatiquement transmise au service des bâtiments et des quartiers. Cela déclenchait une vérification obligatoire d'habitabilité et d'occupation dans les 48 heures. Sans aucune exception, ni pouvoir discrétionnaire. Il s'agissait d'un déclencheur administratif direct, intégré au système. Dès le moment où son rapport était enregistré. Il a précisé que l'ordonnance avait été créée à la suite d'un incendie, sur la rue Corbin. De l'autre côté du centre-ville. 2 locataires y étaient morts, dans un sous-sol illégalement aménagé. Sans deuxième issue de secours. Le propriétaire avait enfermé l'un d'eux dehors, lors d'un litige concernant le loyer. Et l'inspection qui en avait résulté, était arrivée trop tard pour changer quoi que ce soit. La ville avait décidé après cela, que tout verrouillage illégal, était en soi un signal d'alarme. Méritant une vérification immédiate, que le locataire en fasse la demande ou non. Gary avait pensé, qu'un verrouillage informel serait moins cher, et plus rapide. Qu'une expulsion légale. Il n'avait aucune idée, qu'il venait tout juste de déclencher sa propre inspection. J'ai déposé ma propre plainte officielle, l'après-midi même. Au bureau des services des bâtiments et des quartiers, dans le centre-ville. J'étais assise de l'autre côté d'un comptoir en stratifie rayé, face à une employée. Qui tapait à l'ordinateur pendant que je parlais. Je lui ai parlé de la boîte de dérivation, des marques de brûlure, et de l'électrocution d'Harold. Je lui ai donné la date, à laquelle je l'avais signalé pour la première fois, en février. Elle a affiché ma plainte précédente sur son écran, sans que j'aie à expliquer 2 fois. Elle l'a croisée avec une autre. Et m'a dit qu'elle se trouvait maintenant à côté d'une deuxième plainte, déposée la même semaine. Elle venait d'un certain Harold Voss, à la même adresse, décrivant le même danger. Avec beaucoup plus de détails, que ce que je l'avais jamais vu partager. Avec une autorité officielle. Il l'avait finalement signalé lui-même, discrètement, et de son propre chef. C'était arrivé quelque temps après, que Gary lui a dit de garder le silence. Et il ne m'avait jamais dit qu'il l'avait fait. 41 heures après l'enregistrement du rapport de l'officier Bianchi. Un SUV blanc de la ville s'est garé, devant le 118 Larkspur. Et la directrice Priya Anand en est sortie en personne. Ce n'était pas un inspecteur subalterne, ce qui, je l'ai appris plus tard, était inhabituel. Elle m'a expliqué par la suite,
que toute inspection déclenchée par un verrouillage illégal. Sur une propriété faisant déjà l'objet d'une plainte pour danger public. Remontait directement sur son bureau. Sans exception. Parce que c'était elle, qui s'était tenue dans les décombres de la rue Corbin, 4 ans plus tôt. Et c'était elle, qui avait personnellement fait passer l'ordonnance. Au conseil municipal par la suite. Elle avait 14 ans d'expérience dans ce service. Elle n'avait pas l'air d'une femme qui appréciait son travail, ce matin-là en particulier. Et elle n'avait surtout pas l'air d'une femme qu'on allait dissuader de faire son travail minutieusement. Gary s'est pointé 9 minutes après elle, toujours dans son polo de golf, en riant. Avant même d'être sorti de sa voiture. C'est une blague, lui a-t-il dit, assez fort pour que je l'entende, depuis le Porsche. Où la police m'avait laissé me tenir. Un locataire s'énerve pour un luminaire, et maintenant. J'ai une directrice qui débarque ici? Je gère un bâtiment propre. La directrice Annan ne lui a pas rendu son rire. Elle s'est présentée, son insigne tenu à plat dans la paume de sa main. Et a demandé le certificat d'occupation. Gary a répondu qu'il était à son bureau, probablement quelque part. Elle lui a rétorqué que la ville en avait déjà une copie dans ses dossiers. Enregistré des décennies plus tôt. Ce document répertoriait le 118 Larkspur, comme une résidence unifamiliale. Sans aucune unité d'habitation au sous-sol. Elle a ensuite lu le numéro de permis sur sa tablette, sans même lever les yeux. Le sourire de Gary est resté accroché pendant une seconde de plus, puis, il a disparu. 4 appartements, a-t-il dit, comme si le chiffre lui-même, était une accusation. C'est un sous-sol, pas une scène de crime. 4 appartements avec des locataires qui vous paient un loyer, a répondu la directrice Annan. Dans une structure qui, selon ce document, n'existe pas. Allons jeter un œil. Elle a amené le capitaine des pompiers, Colm Fitzgerald, avec elle. Un homme large d'épaules, sans hâte, qui se déplaçait dans la propriété. Comme s'il en avait visité une centaine d'autres du même genre. Et il avait cessé d'être surpris par quoi que ce soit, depuis bien longtemps. Il lui a fallu 11 minutes en sous-sol, pour trouver ce dont il avait besoin. 4 logements locatifs séparés, taillés dans un espace brut. Chacun possédait son propre cadenas, et son propre radiateur d'appoint. Et aucun d'eux ne figurait, sur un quelconque permis, jamais déposé pour cette adresse. Et le détail qui changeait tout, il n'y avait qu'une seule façon d'entrer ou de sortir. De tout le niveau du sous-sol. Une unique cage d'escalier étroite, qui passait directement devant le tableau électrique. Où Harold avait été électrocuté. Aucune issue de secours secondaire nulle part. Si un incendie s'était déclaré, n'importe où près de cet escalier. Les 4 unités auraient été scellées à l'intérieur, de la même manière que la rue Corbin l'avait été. Le capitaine Fitzgerald a rédigé l'infraction lui-même. Une contravention par appartement, soit 4 au total, numérotées de BC 1187 à BC 1190. Il a ensuite déclaré catégoriquement à la directrice Annan que l'espace était inhabitable dans cette configuration. Point final, sans condition, avec effet immédiat. Gary a tenté la même comédie, que celle qu'il m'avait jouée dans l'allée, en mars dernier. Clause d'antériorité, leur a-t-il dit, les bras croisés maintenant, la mâchoire serrée. La directrice Annan lui a répondu, sans élever la voix, que la clause d'antériorité ne s'appliquait pas à une construction, achevée après le dépôt du certificat original. Elle a ajouté que ses propres unités au sous-sol étaient postérieures à ce certificat de plusieurs années, d'après les registres des permis que son service avait déjà récupéré ce matin-là. Enfin, elle lui a précisé qu'il était le bienvenu pour apporter des documents prouvant le contraire. Lors de l'audience de conformité, qu'elle était en train de programmer, pour la semaine suivante. Gary ne riait plus du tout, au moment où elle a prononcé le mot audience. Son visage avait pris la même couleur, que la cloison sèche. Derrière la boîte de dérivation d'Harold. Harold a monté les escaliers du sous-sol, pendant qu'il parlait encore. Il se déplaçait plus lentement que d'habitude, en tenant une chemise cartonnée. Qu'il avait apparemment gardée dans son placard pendant tout ce temps.
À l'intérieur, chaque paiement en espèces, qu'il avait jamais fait à Gary, noté de sa propre main. Les dates, et les montants, remontant à 4 ans en arrière. Parce qu'il s'est avéré, qu'Harold était le genre d'homme, qui notait tout. Qu'on le lui demande ou non. Ses mains tremblaient un peu, lorsqu'il a tendu le dossier. J'ai gardé ça, a-t-il dit, au cas où quelqu'un demanderait un jour. La directrice Annan a pris le dossier, l'a remercié en l'appelant par son nom. Et a photographié chaque page sur place, avant de partir. La chaîne de traçabilité des preuves est restée intacte. Dès l'instant où le dossier a quitté ses mains. J'ai appelé une avocate spécialisée dans le droit des locataires, ce soir-là. Une femme nommée Naomi Reyes, qui travaillait dans un bureau au rez-de-chaussée. À 2 pâtés de maison du palais de justice. Et elle m'a dit au téléphone, avant même que je n'ai terminé l'histoire, que les expulsions sauvages entraînaient des dommages-intérêts légaux dans l'État. C'était précisément parce que les propriétaires continuaient de faire exactement ce que Gary avait fait. Il pariait sur le fait que les locataires ne connaissaient pas leurs droits ou n'avaient pas les moyens de les faire valoir. Elle a déposé une plainte en mon nom, dans la semaine. La réaction de Gary, une fois que les documents officiels pour l'amende sont arrivés, a été d'essayer de retourner l'histoire. Il a dit à 2 de ses locataires du sous-sol restant, que c'était moi qui avait appelé la ville pour vous balancer tous. Ce qui n'était même pas vrai. La plainte d'Harold avait été déposée de manière indépendante. Et il a raconté à un journaliste, de la boîte à idées en ligne du journal local, que toute cette affaire n'était que des représailles. De la part d'une locataire mécontente et rancunière. Omettant de préciser bien sûr, que le rapport horodaté de l'officier Bianchi prouvait que l'inspection était devenue obligatoire, en vertu d'une ordonnance. Au moment même de son dépôt. Ce n'était pas quelque chose que moi, ni personne d'autre, n'avions demandé. La journaliste, une femme nommée Iné Kovac, qui couvrait l'actualité du logement, m'a appelé directement. Elle voulait avoir ma version des faits, avant de publier quoi que ce soit. C'était plus que ce que j'attendais, de la part d'une inconnue au téléphone. Je lui ai dit, que je ne voulais pas être le sujet de l'article. Je voulais que l'ordonnance, soit le sujet de l'article. Ainsi que le fait, que le propre raccourci illégal d'un propriétaire, était ce qu'il avait démasqué. Naomi a récupéré le rapport d'incident, ainsi que le texte de l'ordonnance. Et a envoyé les 2 à Kovac, en moins d'1 heure. L'angle des représailles est mort, avant même d'avoir atteint le stade de brouillon. Ce qui a été publié à la place, 2 semaines plus tard. C'était un article sur l'ordonnance d'inspection automatique elle-même, la rue Corbin. Et tout le reste. Le 118 Larkspur y a été utilisé comme étude de cas. Prouvant que le système attrapait enfin quelque chose, avant que quiconque ne soit blessé. Plutôt qu'après. Ce que Gary ne savait pas, et ce qu'aucun de nous ne savait encore non plus, c'est que l'audience de conformité était sur le point d'ouvrir un 2e front. Qu'il n'avait pas du tout prévu. Une fois que la violation de zonage a été inscrite dans les registres publics. Un enquêteur nommé Sunil Mehta, de la division des crimes financiers du bureau d'évaluation du comté, a automatiquement signalé la propriété. De la même façon que certains documents recoupent automatiquement d'autres documents. Sans que personne ne décide d'en faire une affaire personnelle. 4 logements locatifs non autorisés, cela signifiait 4 flux de revenus locatifs. Qui n'étaient jamais apparus une seule fois, sur les déclarations de revenus de Gary Talbot. L'enquêteur Mehta a assigné à comparaître 3 années de relevés bancaires. Ce qui en est ressorti, montrait 187 400 $ de dépôt en espèces, qui correspondaient presque à la semaine près, aux enveloppes de loyer qu'Harold remettait. Depuis le jour de son emménagement. Cet argent liquide même, qui selon ce que Gary lui avait gentiment expliqué, rendait les choses au moins compliquées. Pendant environ 9 jours, le silence est retombé sur toute l'affaire. Et ce silence était bien pire que le bruit de la tempête. J'ai pris des gardes supplémentaires à Cedar Brook, parce que je ne voulais pas être à la maison. À y penser sans arrêt. L'une des médecins titulaires avec qui je travaille, la docteure au concours Hailey,
m'a surprise en train de fixer un dossier médical, dont je n'avais en fait pas lu une seule ligne. Elle m'a demandé si j'allais bien. Je lui en ai dit juste assez, pour qu'elle arrête de poser des questions. Elle m'a simplement dit de rentrer chez moi, et de dormir après ma garde. Au lieu d'en enchaîner une autre. Je ne l'ai pas écoutée. J'ai découvert plus tard, que Gary avait passé ses 9 jours, à essayer de convaincre Harold de signer une déclaration. Celle-ci affirmait, que le risque électrique avait été exagéré. Il s'était présenté à la porte d'Harold à 2 reprises. Avec une bouteille du whisky qu'Harold aimait, et un dossier de documents. Harold ne pouvait pas lire sans ses bonnes lunettes. C'est juste une formalité, Harold. Pour que nous puissions mettre tout ce malentendu derrière nous, a-t-il dit la première fois. Selon Harold, il se tenait dans l'encadrement de la porte, en tendant la bouteille. Comme une offrande de paix. Harold n'a rien signé. Il a appelé le bureau de Naomi, les 2 fois, avant même que Gary ne soit retourné à son camion. La deuxième visite a été pire. Harold m'en a parlé 3 jours plus tard, presque en s'excusant. Comme s'il était gêné d'avoir eu besoin d'aide. Gary était resté plus longtemps cette fois-là. Il s'était assis à la table de la cuisine d'Harold sans y avoir été invité. Et il lui a dit, que les vieux messieurs qui causent des problèmes à leurs propriétaires se retrouvent parfois, sans aucun propriétaire prêt à leur louer quoi que ce soit. Ce n'était pas une menace qu'on pouvait présenter à un juge, telle qu'elle. Mais c'en était assez proche, pour qu'Harold ne dorme pas bien, pendant 2 nuits par la suite. Ma gorge s'est serrée, rien qu'en l'entendant de seconde main. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler, d'ailleurs les miennes, pas les siennes. J'étais assise sur le sol de ma propre cuisine, à 23 heures, avec mon téléphone sur les genoux. Et j'imaginais un homme de 71 ans, seul dans un sous-sol. En train de se faire manipuler par quelqu'un, qui avait déjà prouvé de quoi il était capable. À la minute où aucune autorité officielle ne le regardait. J'ai appelé Naomi, près de minuit. Elle a décroché à la 2e sonnerie, ce qui m'a indiqué que je n'étais pas la seule à perdre le sommeil à cause de ce dossier. Il ne peut pas toucher à la date de l'audience, m'a-t-elle dit. Il ne peut pas annuler rétroactivement une contravention. Tout ce qu'il fait en ce moment, c'est aggraver son propre cas, si jamais quoi que ce soit de tout cela devait être répété sous serment. Elle avait raison, et je l'ai cru, mais je n'ai quand même pas dormi cette nuit-là, non plus. Ce n'est que bien plus tard, en reprenant tout avec Naomi, que j'ai compris pourquoi Gary était allé voir Harold 2 fois avec une bouteille de whisky. Au lieu de simplement laisser l'amende pour l'électricité suivre son cours, et de la payer. Comme un propriétaire normal l'aurait fait. Le câblage n'était pas vraiment ce qui l'effrayait. Quelques semaines avant le verrouillage, j'avais aidé Harold à appeler la banque. Pour un relevé manquant. Nous étions assis à la table de sa cuisine, pendant mon jour de congé. Et Harold avait mentionné, presque en passant, qu'il n'avait en réalité jamais reçu de bail ni de quittance de loyer de la part de Gary, en 4 ans. Juste la parole de Gary, et une enveloppe, chaque mois. Je lui ai dit qu'il devrait en demander une, pour sa propre protection. Et Harold a répondu qu'il le ferait. Il a dû le demander. Je n'ai jamais su exactement quand, mais je sais maintenant. Que peu importe ce que Gary lui a répondu. C'était suffisant, pour pousser Harold à commencer à tenir ce registre dans son placard. En premier lieu. Et je sais qu'une trace écrite, de 4 années d'argent liquide non déclaré, était un problème bien plus important pour Gary. Qu'une simple plaque de protection desserrée ne l'aurait jamais été. À chaque fois qu'il s'était visiblement raidi. Lorsque les méthodes de paiement du loyer étaient évoquées. À chaque fois qu'il disait à Harold, que les chèques compliquaient les choses. Tout prenait un sens bien différent, une fois que l'assignation à comparaître de l'enquêteur Meta a rendu ses résultats. Il n'avait pas été en train de gérer une plainte électrique. Il avait été en train de gérer un homme, qui, discrètement et patiemment, était sur le point de devenir la personne, capable de prouver exactement combien 4 appartements illégaux et non déclarés avaient rapporté. L'audience de conformité s'est tenue un mardi matin,
dans une salle de conférence municipale beige. Devant la juge de droit administratif Eleanor Vance. Et Gary est arrivé avec un avocat différent, de celui qui avait envoyé une lettre stricte à Naomi la semaine précédente. Ce qui m'a indiqué que même sa propre équipe juridique avait commencé à voir la réalité en face. La juge Vance avait le certificat d'occupation devant elle, ainsi que le registre manuscrit des paiements en espèces d'Harold. Elle avait aussi le rapport d'incident horodaté de l'officier Bianchi, les 4 contraventions du capitaine Fitzgerald, et les résultats des relevés bancaires obtenus par l'enquêteur Mehta. Et elle les a tous fait consigner au dossier, ensemble, les uns après les autres. Le tout formait une pile, qui devenait visiblement plus lourde, sur la table entre nous, pendant que l'avocat de Gary continuait d'essayer de l'interrompre. Harold a témoigné pendant 11 minutes. Il a lu son propre registre, d'une voix assurée qui n'a pas vacillé une seule fois. 4 années de date et de montant, $600 par mois, dans une simple enveloppe blanche. Et quand l'avocat de Gary lui a demandé pourquoi il n'avait jamais utilisé de chèque, comme un locataire normal, Harold l'a regardé et a répondu: parce que Monsieur Talbot m'a dit que les chèques compliquaient les choses. Et je l'ai cru. Tout comme je l'ai cru au sujet du câblage électrique. Personne dans la pièce n'a dit quoi que ce soit, pendant une seconde, après cela. J'ai témoigné après lui. J'ai raconté à la juge Vance la conversation dans l'allée, au sujet du renouvellement de mon bail. Mot pour mot, à partir des notes que j'avais écrites, la nuit même où c'était arrivé. Il s'est avéré que Deborah Wynne avait soumis sa propre déclaration écrite, via le bureau de Naomi. Elle y relatait l'histoire de la prise de courant, et l'avis d'expulsion de 30 jours. Concernant un animal de compagnie qu'elle n'avait jamais eu. La juge Vance l'a lu et consigné au dossier, sans que personne ne s'y oppose. Car à ce stade, s'opposer à quoi que ce soit, avait cessé de servir à Gary. Gary a essayé une dernière fois, de qualifier cela de vendetta personnelle. Tout cela a commencé parce qu'une locataire n'a pas pu se mêler de ses affaires, a-t-il dit. J'ai regardé l'expression de la juge Vance, qui n'a pas changé du tout. Car à ce moment-là, la chronologie parlait d'elle-même, et n'avait besoin de personne pour se porter garant de mon tempérament. Elle a lu le texte de l'ordonnance, pour l'inscrire au dossier. Le déclencheur automatique, le délai de 48 heures, et le simple fait que son propre verrouillage illégal était la seule raison pour laquelle un inspecteur était venu. Elle a noté que la deuxième plainte, celle d'Harold, précédait la mienne de quelques heures à peine, et avait été déposée de manière indépendante. Il n'y avait aucune vendetta dans le dossier. Il y avait juste un propriétaire, qui avait construit quelque chose d'illégal. Essayé de faire disparaître un témoin gênant à moindre frais. Et qui avait personnellement tiré la sonnette d'alarme sur lui-même, dans le processus. L'ordonnance est tombée 11 jours plus tard. Gary a été frappé par un ordre d'évacuation d'urgence, pour les 4 appartements du sous-sol. Et une amende de non-conformité au code, de $10,000 par unité, soit $40,000 au total. Plus des dommages-intérêts légaux de $25,000 pour mois, en raison du verrouillage illégal. Plus un renvoi distinct, et en cours, au bureau du procureur. Pour la fraude fiscale que l'assignation de l'enquêteur Mehta avait mise en lumière. 187,4 cents de revenus locatifs non déclarés, sur 3 ans. C'était suffisant pour faire passer l'affaire. D'une simple question d'arriérés d'impôts et de pénalités, au domaine pénal. En plus de son exposition civile, envers chaque locataire du sous-sol. Qu'il avait déplacé au fil des ans sans motif. On lui a donné 30 jours, pour remettre le bâtiment entièrement aux normes, à ses propres frais. Avec l'approbation d'un entrepreneur agréé. Sans quoi, il perdrait totalement son permis de location sur la propriété. Il a choisi d'abandonner les unités de logement. Plutôt que de payer pour la cage d'escalier coupe-feu, et la deuxième issue de secours. Que la mise aux normes aurait nécessité. Harold, et les 2 locataires restants du sous-sol, ont reçu une aide au relogement. Celle-ci a été financée directement, par les amendes de Gary, et ils ont déménagé dans le mois. Vers des logements qui existaient réellement sur le papier. Deborah, une fois que la rumeur s'est répandue.
a déposé sa propre plainte pour l'histoire inventée de l'animal de compagnie. Et en a tiré un règlement financier, elle aussi. Une petite somme, m'a-t-elle dit plus tard. Mais suffisante pour couvrir la caution de son nouvel appartement. C'était le premier, qu'elle louait avec un vrai bail écrit. Rien de tout cela ne s'est produit d'un seul coup. Et rien ne s'est passé comme dans les feuilletons judiciaires. Il y a eu des reports d'audience. Il y a eu un mois, où j'ai sincèrement cru, que le renvoi pour fraude fiscale allait discrètement s'enliser. Comme l'officier Bianchi m'avait dit, que ces choses-là arrivaient parfois. Quand un propriétaire a un avocat assez bon. Ça ne s'est pas enlisé. Le bureau de l'enquêteur Meta ne travaille pas sur la même horloge que les services des bâtiments et des quartiers. Et il a fallu presque toute l'année suivante, pour que l'affaire soit totalement résolue. Mais aux dernières nouvelles, selon Naomi, Gary avait accepté une négociation de peine sur les accusations fiscales. Cela lui a permis d'éviter la prison, en échange d'une restitution totale des fonds. Plus, 5 ans de probation à une condition, qu'il ne détienne plus jamais de licence de location dans la ville, que ce soit sous son propre nom ou sous celui de quelqu'un d'autre. Rien de tout cela n'est arrivé parce que j'étais intelligente. C'est arrivé, parce que Gary Talbot, debout au bord de ma pelouse, à 9 minutes du pire matin de son année, a ri au nez d'une directrice de la ville. Au lieu de comprendre la situation. Et parce qu'un homme de 71 ans, qu'il avait passé des mois à manipuler discrètement, avait, sans le dire à personne, noté chaque paiement en espèces dans un dossier. Et il l'avait gardé caché dans son placard, pendant tout ce temps. 6 mois plus tard, le conseil municipal a ajouté une nouvelle exigence, au code de la ville. Un enregistrement annuel, et une certification de sécurité incendie. Pour chaque logement locatif en sous-sol de la ville. Sans aucune exception, avec des inspections surprises aléatoires, prévues dès le départ. Au service des bâtiments et des quartiers. Les employés ont commencé à l'appeler la règle Larkspur. Avant même qu'elle n'ait un numéro officiel. Du nom du pâté de maison, ou le raccourci mesquin d'un propriétaire avait accidentellement mis toute l'affaire en mouvement. Je vis toujours au 118 Larkspur. De nouvelles serrures, ma propre clé, et celle de personne d'autre. Harold m'envoie une carte de Noël chaque année. Depuis son nouveau logement à l'autre bout de la ville. Toujours signé de la même façon, et il continue de tout noter. Certains matins, en rentrant d'une garde de 12 heures. Avec le ciel qui commence à peine à grisonner au-dessus des toits. Je m'autorise à rester sur le porche, une seconde avant d'entrer. Juste parce que je le peux. Juste parce que la porte s'ouvre avec ma propre clé, et que rien de ce qui se trouve sur la pelouse n'appartient à personne d'autre qu'à moi. Gary Talbot ne rit plus ces jours-ci. Pour autant que je sache, il n'a pas ri une seule fois, depuis le matin où Priya Anand est sorti de ce SUV blanc. Et lui a demandé très calmement, un bout de papier, qu'il n'avait pas.